Alors, bonjour à tous. Merci d'être avec nous en si grand nombre. C'est plus de 930 inscriptions qu'on a eues pour ce webinaire. Un grand merci à vous tous d'être ici avec nous aujourd'hui. Je me présente, mon nom est Étienne Fizet. Je suis associé au sein du groupe Redressement et Insolvabilité de chez Raymond Chabot Grant Thornton et je suis accompagné aujourd'hui de mon collègue Michel Thibault, qui est également associé au sein du groupe Redressement et Insolvabilité de chez Raymond Chabot. Aujourd'hui, on va parler de signes avant-coureurs de difficultés financières. Plus particulièrement, on va parler du contexte actuel du marché, on va parler des signes à surveiller, on va parler des risques auxquels font face certaines industries et on va finir tout ça en parlant de certaines pistes de solutions qui s'offrent aux entreprises d'ici. Si vous avez des questions, des interrogations tout au long de notre présentation, on vous invite à les poser dans la section Q&A du Zoom, du logiciel Zoom que vous utilisez actuellement, qui est dans la barre de menu en bas de votre écran. Normalement, Michel et moi, on devrait être en mesure de répondre à vos questions dans le cours normal du webinaire, mais ça se peut qu'on parle un peu trop et qu'on soit incapable de le faire. Soyez assurés qu'on fera un suivi de chacune des questions et des interrogations qui nous seront posées à la suite de ce webinaire. Alors, comme je le disais, la table des matières de la présentation, ce sera les tendances actuelles du marché, les secteurs à surveiller, les signes avant-coureurs de difficultés financières et les solutions qui s'offrent à plusieurs niveaux. Sans plus tarder, on va parler des tendances actuelles du marché. Dans les faits, je ne pense pas vous apprendre grand-chose dans cette section-là parce que il y a énormément de discussions qui se font déjà au niveau de la radio, de la télévision. Vous êtes tous au fait de ce qui se passe dans le marché, mais je pense quand même que c'est bon et intéressant qu'on mette ça en perspective, qu'on l'analyse un peu ensemble et qu'on soit en mesure de voir quel est l'impact de ces tendances actuelles-là du marché sur les entreprises. On va faire un petit pas de recul on va revenir en 2020-2021. Il est arrivé la fameuse pandémie de la COVID-19. Un virus fatal, un virus qui nous a frappé quand même beaucoup de par sa rapidité, des mesures sanitaires qui sont assez strictes également, qui ont été mises en place, et les entreprises, dans ce brouhaha-là, ont été, pour plusieurs, forcées de fermer leurs portes, et ça a entraîné quand même de grandes répercussions sur celles-ci. 2022 arrivait et normalement, 2022, c'était la fin de la pandémie. Il y avait eu énormément de liquidités qui avaient été injectées dans les différents secteurs d'activité, mais ces subventions-là sont maintenant terminées et ce sera, au cours des années qui s'en viennent, la reprise c'est la fin des subventions, excusez, et ce sera également la reprise du remboursement de certains des prêts qui auront été effectués. Les entrepreneurs, avec 2022, pensaient probablement que la pandémie étant terminée, ils allaient pouvoir avoir un super cocktail exotique, si vous me permettez l'expression, qu'ils pouvaient porter à leur bouche puis apprécier le moment. Mais finalement, c'est plus un drôle de cocktail qui est arrivé à leur bouche. C'est un cocktail post-COVID, beaucoup plus amer et beaucoup plus salé que ce qui était anticipé. Je parlais des différents, du fameux cocktail post-COVID. On va parler plus précisément de l'inflation, des taux d'intérêt, de la chaîne d'approvisionnement, de même que de la main-d'œuvre. N'oublions pas, je le disais, les prêts vont venir à échéance. Les prêts CUEC, normalement, pour pouvoir profiter des subventions, les gens ont jusqu'au 31 décembre 2023 pour rembourser. Sinon, c'est des frais d'intérêt qui vont s'appliquer à partir de cette date-là. Et il y a aussi, en 2023, la reprise de la récupération. Revenu Canada, où les autorités gouvernementales commencent à analyser les demandes de subventions et commencent également à faire des demandes de remboursement de ces subventions-là qui ont été octroyées par le passé. Et j'ai vu des demandes de remboursement frôlant les 3/4 de million. Donc, c'est des sommes qui peuvent être assez importantes qui sont réclamées actuellement par les autorités gouvernementales. Sans plus tarder, je cède la parole à Michel qui va pouvoir nous parler de la première et non la moindre des éléments qui ont un impact sur le marché actuel. Bien, l'inflation, effectivement, Étienne. L'inflation, c'est pas mal la tendance qui est difficile à extrapoler, difficile à évaluer où est-ce qu'on va se rendre. Présentement, on constate qu'il n'y a quand même pas de lien linéaire entre l'augmentation des taux directeurs et la baisse de l'inflation. Il y a comme une réduction un arrêt de la réduction depuis un mois ou deux.
On voit également qu'on n'a jamais eu un taux d'inflation aussi important depuis 1990, là, qu'il y avait par la suite survenu une récession. Donc, on est vraiment dans une situation où l'inflation est encore importante. On sait que les autorités gouvernementales veulent la réduire sur un moyen terme, court terme à 2 %. Donc, on ne serait pas surpris peut-être que le taux directeur augmente encore ou en tout cas qu'il ne baisse pas à court terme. On avait des expectatives que le taux baisserait d'ici la fin de l'année, mais avec l'arrêt brusque de la réduction du taux d'inflation, mais ça présage un maintien du taux directeur. Donc, l'incertitude est externe dans l'entreprise, donc c'est vraiment inquiétant. Puis c'est de rester vigilant là, face à l'inflation. Michel parlait du taux directeur. Comme vous le voyez sur le graphique qui vous est présenté, à droite, vous avez l'encadré rouge qui dit que le taux directeur est actuellement à 4,5 %. Pour avoir un taux directeur équivalent, il faut remonter à 2008. À ce moment-là, le taux était également à 4,5 %. Puis si on remonte à 2000, le taux directeur était à 5,75 %. Et l'augmentation là, à droite qu'on voit, là, qui est assez vertigineuse, c'est l'augmentation la plus élevée au cours des 30 dernières années. C'est pas peu dire. Et on a vu sur le tableau de l'inflation, comme Michel le disait, continue d'augmenter. Et ça, cette augmentation du taux de directeur-là a des impacts quand même assez importants. Puis on le voit, on a eu des dossiers au bureau où est-ce que c'était les compagnies de gestion immobilière qui avaient fait l'acquisition de biens immobiliers récemment, pendant la pandémie, ont eu des problèmes, des locataires qui sont partis, ils n'ont pas été capables de remplacer ces locataires-là par des nouveaux, donc baisse de revenus, augmentation des taux d'intérêt. Et là, c'est un cocktail qui est comme, encore mon fameux cocktail post-COVID, là, qui était plutôt amer dans ce cas bien précis-là pour ces entrepreneurs-là. Une autre tendance du marché, c'est vraiment la tendance de se tous chercher de la main-d'œuvre. La pénurie de main-d'œuvre est criante actuellement, c'est plus qu'important. Il y a une compétition hyper féroce pour trouver les ressources humaines, la main-d'œuvre dont on a besoin pour opérer notre entreprise, pour être en mesure de fabriquer les produits dont on veut livrer à nos clients. C'est hyper rare que je fais ça, mais j'attire votre attention directement sur les chiffres qui sont sur qu'est-ce qu'on surveille. Là, c'est des statistiques que je trouvais vraiment intéressantes. 50 % des entreprises dans le mid-market pensent que la pénurie de main-d'œuvre va être un frein à leur croissance. Avant la pandémie, on était à 30. Donc, en 3 ans environ, ce chiffre-là a pratiquement doublé. 33 % des employés, donc un employé sur 3 qui travaille avec vous, est à la recherche active d'un nouvel emploi. C'est pas peu dire, là. Puis 71 % des entreprises vont augmenter également les salaires de leurs employés sur minimalement la base de l'inflation elle-même. Donc, les salaires vont augmenter. Il y a de moins en moins de monde qui sont sur le marché. Les entreprises considèrent que cette pénurie de main-d'œuvre-là met un frein à leur entreprise. Puis ce qui est encore inquiétant, c'est que la dernière statistique, là, 52 % des entreprises prévoient augmenter leur effectif pour supporter leur croissance. Si j'ai le tiers de mes employés qui cherchent un nouvel emploi actif, puis que tout ça est en lien avec, puis que ça me prend des nouveaux employés à moi pour être capable de maintenir ma croissance ou de la soutenir, bien, c'est un beau cocktail, ça aussi, qui peut être quand même assez problématique. La difficulté que les entrepreneurs ont présentement, c'est qu'ils font face à plusieurs tendances du marché. Ce qu'on a vu historiquement, c'était des fois un ou deux inconvénients ou problèmes que la société vivait. Mais là, présentement, on en a au moins 4, qu'on a une marque 4. La quatrième, c'est vraiment la chaîne d'approvisionnement. Elle est beaucoup mieux qu'elle était pendant la COVID, malgré qu'il y a encore des défaillances. Il y a encore des défis reliés au transport. Le facteur macroéconomique, là, il y a eu du protectionnisme. Les gens achètent plus local. Fait qu'il y a un changement au niveau du marché. La démondialisation, tarifs douaniers. C'est tous des éléments maintenant que l'entreprise, il y a eu des changements au cours des dernières années. Habitude de consommation des ménages, beaucoup de gens qui se sont équipés en sport pendant la pandémie. Ils ont abandonné un peu les voyages. Là, on voit que ça recommence. Donc le marché change encore de place. La mode aussi, les vêtements. Il y a eu beaucoup plus de vêtements sportifs. Du linge mou qu'on peut appeler. Donc, il y a certains magasins qui ont subi les conséquences du changement de mode.
il y a une nouvelle vague de COVID qu'on pense que c'est loin de nous. Il y a tout le temps cette petite crainte-là, mais c'est quand même relativement loin présentement de ce qu'on vit. Je pense que c'est vraiment sous contrôle. Puis l'impact des retards d'approvisionnement a généré des changements de comportement des entrepreneurs. Il y a eu, avant, les entrepreneurs, on appelait ça du just-in-time, donc ils achetaient les marchandises juste à temps pour leur production. Et pendant le délai de la COVID puis post-COVID, maintenant, on appelle ça du just-in-case, donc j'achète en cas. Et là, ça fait que les entreprises ont beaucoup plus d'inventaire, ont des problèmes de liquidité rattachés à ça et également des études. Donc, quand on a de l'inventaire, mais c'est moins performant, il y a de l'inventaire qui roule moins, etc. Donc, ça va créer éventuellement des problèmes peut-être au niveau de la rentabilité puis au niveau du cash flow. Donc, également, les entrepreneurs, ce qu'on a vécu, c'est vraiment le coût d'interruption de service qu'ils ont essayé d'éviter. Également, faire le job en deux temps. Donc, on commence le travail, il nous manque des matières, donc on est obligé de remettre les pièces de côté, mettre l'équipement de côté, et quand on reçoit les marchandises, de compléter. Donc, ça, c'est des coûts assez élevés que l'entrepreneur n'a pas évalués et souvent n'est pas refilé au client. Donc, ça vient directement d'un pertes. Donc, je dirais que malgré que ça s'améliore, on a toujours des problèmes au niveau de l'approvisionnement. Maintenant, les secteurs à surveiller, on vous en a identifié 4 principaux qu'on pense qui ont plus d'impact, en commençant par la construction et l'immobilier. Donc, la construction, oui, pénurie de main-d'œuvre, mais si on regarde les 3 petits points plus bas, recrutement d'employés qualifiés. Donc, la construction, c'est un secteur d'activité où il y a plusieurs champs d'expertise différents. Donc, ça augmente les difficultés pour les entrepreneurs d'avoir les bons corps de métier au bon endroit pour le travail. La hausse des taux d'intérêt est vraiment importante au niveau de la construction, surtout ceux qui bâtissent des immeubles. Là, on a vu leur clientèle se réduire, surtout dans le résidentiel. Donc, des contrats non respectés. Augmentation des coûts des intras. On a vu beaucoup de situations au début COVID où les contrats ne prévoyaient pas un ajustement de coûts pour que le client paye la différence des matières. Maintenant, c'est de plus en plus inclus dans les contrats, mais il faut être vigilant. Donc, c'est vraiment important de pouvoir conserver notre bénéfice brut et que si la matière de bois, exemple, me coûte plus cher, mais je sois capable de refacturer le client ou de charger des extras. La difficulté d'approvisionnement, elle a un enjeu plus particulier dans la construction parce que je peux avoir des pénalités de délai. Donc, si je dois remettre mon immeuble avant le 1er juin et j'ai des pénalités de retard à cause que je n'ai pas de fenêtre, exemple, je ne suis pas capable de m'approvisionner en fenêtre, mais là, c'est malheureux. Puis souvent, c'est qu'un contrat qui devait être rentable devient à ce moment-là déficitaire. Donc maintenant, ce qu'on dit à nos entrepreneurs, c'est vraiment s'assurer que la chaîne d'approvisionnement va être aux dates prévues au contrat. Sinon, c'est de négocier le contrat d'entrée de jeu pour ne pas avoir à vivre ces négociations-là, qui peuvent être vraiment importantes. Des pénalités de chantier, souvent, ça peut être vraiment important. Puis également, avoir l'habitude maintenant de négocier les extras. Ça, c'est vraiment important. Les compagnies, souvent, sont mal structurées à ce niveau-là, ne sont pas rigoureux, mais il y a tout le temps les extras de délai, les extras, je vous dirais aussi les litiges. Il y a beaucoup plus de litiges depuis la pandémie au niveau de la construction, du fait qu'il y a un problème sur le chantier, puis c'est la faute à tout le monde et à personne en même temps. Donc c'est vraiment de documenter les dossiers. Nous, souvent, quand on intervient dans un dossier, la faiblesse, c'est que c'est mal documenté, puis on a de la misère à avoir l'information pour pouvoir bâtir notre réclamation. Élément à prendre en compte quand on regarde si l'entreprise va bien ou moins bien, bien, le carnet de commandes. Et étrangement, je vous dirais que dans le post-COVID, souvent le problème, c'est que les carnets de commandes sont trop élevés. Donc, l'entreprise, elle n'arrive pas à satisfaire la clientèle. Et je vous parlais tantôt des pénalités de retard, mais on voit ça présentement. Donc, on voit les carnets de commandes très élevés, surtout dans le commercial institutionnel, pas dans le résidentiel, mais ça cause aussi des problèmes d'avoir trop de clients. Coût et disponibilité des matériaux, les avoir au bon moment, au bon temps, comme les fenêtres, je vous ai expliqué. Comptabilité et rentabilité par projet. Il faut comprendre qu'une entreprise qui génère à peu près un certain profit, mettons 100 ou 200 000 par année ou 300 000, mais elle fait 10 projets dans une année, mais c'est quasiment certain que certains projets ont été déficitaires, puis certains projets ont été très rentables. C'est déterminer lesquels ont été profitables, puis comprendre pourquoi, c'était quoi notre succès qu'on a rattaché à ces contrats-là, puis essayer de répéter la bonne expérience dans le futur. Donc, c'est vraiment important
de comprendre où est-ce qu'on fait de l'argent, où est-ce qu'on n'en fait pas, puis avec une comptabilité par projet, ça nous aide à identifier. Et dans la construction, mais c'est vraiment le secteur d'activité où il y a plus de créances prioritaires aux institutions financières. On parle des compagnies de caution, on parle des fournisseurs dénoncés qui sont un ajout aux créances gouvernementales habituelles. Maintenant, on va parler du secteur manufacturier, qui est le deuxième secteur qu'on pense qui doit être faire preuve de surveillance suivant la sortie de la pandémie. Encore une fois, vous le voyez, pénurie de main-d'œuvre, hausse des taux d'intérêt, vous allez voir, c'est comme un thème récurrent là, qui va arriver d'un secteur à l'autre. Manufacturier, tout dépendant de l'automatisation de l'entreprise dans laquelle on fait affaire, j'ai besoin de plus ou moins de personnel pour être en mesure de produire mon produit final, donc pour fabriquer mon produit. La hausse des taux d'intérêt a un impact, encore une fois, sur tout dépendant de l'ampleur des prêts qui ont été encourus par l'entreprise, parce que la machinerie, elle est là, la machinerie a été financée à long terme, donc l'augmentation, tout dépendant des renouvellements, des dates de renouvellement de ces prêts-là, il faut que l'entrepreneur soit hyper attentif. Difficulté d'approvisionnement, c'est toujours la même chose. Il y a des entreprises, pensons à portes et fenêtres, comme Michel le disait, mais il y a également les armoires de cuisine. Il y a eu des bris à un certain moment donné où est-ce que le transfert des matériaux nécessaires à leur propre fabrication a été plus problématique et a entraîné, si on veut, beaucoup moins de ventes que ce que normalement l'entreprise est en mesure de faire. Et donc, c'est un risque encore à tenir en compte. L'augmentation des coûts, là, on l'a vu, l'inflation, etc. Donc, l'ensemble des frais coûte de plus en plus cher et le secteur manufacturier a énormément d'intrants. Donc, ces éléments-là coûtent également de plus en plus cher. Les frais rattachés au transport, ça aussi, l'essence coûte beaucoup plus cher. Le diesel coûte très cher. Les réparations des différents camions qui assurent ce transport-là, les containers également, même si c'est plus ce que ça a déjà été pendant la pandémie, ça reste toujours des frais qui sont hyper importants à considérer dans une entreprise manufacturière. Dépendance de client, est-ce que j'ai un gros client qui peut, par exemple, m'abandonner du jour au lendemain, changer parce que je ne suis pas en mesure de livrer mes produits? Est-ce que j'ai un gros fournisseur qui, lui, me livre un élément très important dans ma chaîne de fabrication et que si lui décide de ne plus me fournir à moi pour quelque raison que ce soit, ça peut entraîner des répercussions importantes dans la gestion de mon entreprise? C'est à faire hyper attention et c'est des risques importants rattachés au secteur manufacturier. Les éléments à prendre en compte, quelle est l'analyse qui est effectuée par l'entreprise sur sa productivité? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui entraîne les retards? Est-ce que l'entrepreneur est en mesure de bien connaître ce qui se passe à l'intérieur même de sa société? L'automatisation, est-ce qu'on a pris un virage pour compenser la pénurie de main-d'œuvre à automatiser le plus possible la chaîne de production de l'entreprise pour être capable de, justement, prévenir cette pénurie de main-d'œuvre-là qui n'est peut-être pas sur le bord de finir non plus. La sous-capitalisation, donc est-ce qu'on a les fonds nécessaires pour justement s'assurer de la gestion des stocks? Dans une entreprise manufacturière, un des éléments hyper importants, c'est la gestion de ces stocks. Tant les stocks qui sont là pour la fabrication des produits que les produits finis eux-mêmes. Puis, tout dépendant de ce qu'on produit, si j'ai des stocks qui sont hyper récents, ça peut être correct. Mais si j'ai des stocks, la moitié de mes stocks datent de là 2, 3, 4, 5 ans, mais que c'est des produits qu'on ne vend plus, là, ça se peut qu'on ait un problème majeur de gestion des stocks parce qu'on les a produits, on a utilisé de la main-d'œuvre, on a utilisé des produits, de la matière première, et là, ça a tout été financé sur marge de crédit, entre autres, et donc, ça reste là, c'est des produits qui ne seront plus jamais vendus, donc on ne sera pas capable de les vendre. Donc, il faut trouver une façon de bien gérer ces stocks-là qui est à liquider pour se donner un peu de liquidité. Concentration de la clientèle, c'est un peu le même principe. Est-ce que oui ou non, j'ai un gros client qui peut m'abandonner? On ne veut pas ça. L'idéal, c'est d'avoir plusieurs clients pour être en mesure justement d'éviter la catastrophe dans l'éventualité où il y en a un client important qui décide de quitter. Commerce de détail, je vous dirais, c'est le secteur qui est le plus injuste post-COVID, pré-COVID. Il y en a, il y a eu des grands perdants, il y a eu des grands gagnants. Ceux qui avaient des ventes web, ça a explosé. Ceux qui n'étaient pas au niveau de la technologie à niveau, ils ont eu une baisse. Également, il y a eu beaucoup de changements de mode dans la consommation et des habitudes de consommation. Donc, je dirais que c'est l'industrie qui a le plus touché. Je vous dirais également, pénurie de main-d'œuvre, ce n'est pas juste une pénurie de main-d'œuvre qu'ils subissent, c'est
dans ce secteur d'activité-là, c'est ceux qui ont le plus de taux de roulement. Donc, les gens changent de poste, même dans le secteur d'activité elle-même. Donc, les gens sont tout le temps en train de changer d'employés, malgré que le secteur d'activité, c'est un des secteurs d'activité qui manque le plus de main-d'œuvre, mais en plus de ça, c'est celui qui a le plus de taux de roulement. La hausse du taux d'intérêt, on en a parlé. Concurrence des ventes en ligne, ça, c'est vraiment important. Les gens qui veulent devenir des vendeurs en ligne, il faut vraiment investir. C'est pas quelque chose qui marche du premier coup. Donc, c'est vraiment l'analyse du marché. C'est vraiment de voir le type de clientèle qu'on a. Souvent, les agences de publicité vont bâtir un historique de la pub qu'on fait, le marché cible versus les résultats. Puis ça prend quelques semaines, quelques mois avant de générer vraiment des résultats. Donc, c'est quelque chose qui se bâtit. C'est vraiment important de garder la propriété de ces données-là. Si jamais on doit changer de fournisseur ou si jamais on doit nous-mêmes analyser les choses, mais c'est important d'avoir la possession de ces données-là et non pas que ce soit le fournisseur étant en otage du fournisseur. Au niveau des difficultés d'approvisionnement, ce n'est pas juste le fait d'avoir le marchandise, mais c'est de les avoir dans la bonne saison. On a vu malheureusement des situations où la personne recevait ce qui se vend en hiver et le recevait en février ou mars, donc la saison était complétée. C'est de moins en moins le cas parce que là, la chaîne d'approvisionnement commence à être réhabilitée, mais c'est vraiment un enjeu parce que si mon inventaire est pour la mauvaise saison, je ne suis pas capable d'acheter l'inventaire de l'autre saison parce que je n'ai pas liquidé mon stock, je n'ai pas le cash flow. Donc, c'est vraiment important. Et le coût de transport, là, on a vu les gens qui produisent local versus la Chine. Mais on voit que là, le coût de transport en réduction, bien là, on peut recommencer le marché, mais il y a eu beaucoup de production locale pendant la pandémie. Élément à prendre en compte, mais c'est sûr que c'est vraiment important de savoir, encore une fois, où est-ce qu'on fait de l'argent, où est-ce qu'on en fait moins, des contributions marginales par boutique ou par lieu de place de vente. On considère toujours la vente web comme un magasin ou une boutique à part, voir la rentabilité de ce commerce-là. C'est sûr qu'il y a des dépenses différentes. Au lieu d'avoir beaucoup de main-d'œuvre ou du loyer, mais les coûts de transport, des coûts de manutention, des coûts d'entreposage. Donc, les commerces qui permettent le retour, etc. Il y a beaucoup de frais. Les gens sous-évaluent souvent ça. Ce n'est pas comptabilisé dans le bon secteur. Mais c'est vraiment important de comprendre si on fait de l'argent ou pas avec les ventes en ligne. Les frais de retour, transport, je l'ai parlé, niveau des comptes à payer, leur composition. La relation avec les comptes à payer sont relativement importants, surtout si c'est le même fournisseur qui nous livre toutes les saisons. Si ce n'est pas les mêmes fournisseurs, dépendamment des saisons, mais là, on peut des fois avoir une négociation ou avoir une pause ou gagner un peu de temps. Mais quand c'est le même fournisseur, bien, il va exiger que son autre saison soit payée avant d'ouvrir la nouvelle. Donc, avoir une bonne relation, c'est important, puis de comprendre de quoi est construit nos payables. Puis, je vous dirais, la relation avec le locataire, c'est quelque chose qui est vraiment important. Il y a eu plusieurs négociations pendant la COVID avec les locataires. Les locataires ont été des partenaires d'affaires là, qui ont permis la survie de plusieurs entreprises. C'est de ne pas hésiter de communiquer avec eux, voir s'il n'y a pas une façon de faire qu'on peut faire pour garder la viabilité de l'entreprise. Mais quand on a une bonne relation avec le locataire, souvent on réussit à avoir des ententes pour la survie de l'entreprise. Alors, si on y va maintenant avec le quatrième secteur qui se trouve être le tourisme et la restauration, bien, dans les risques, pénurie de main-d'œuvre, encore une fois, nécessairement, ça prend des serveurs, ça prend des gens en cuisine, ça va prendre des gens qui vont être réceptionnistes dans une auberge, par exemple, ou dans un hôtel, des hommes et des femmes de chambre. Ça prend l'ensemble de ce monde-là dans l'industrie touristique. Alors, ça prend énormément de personnes et la pénurie de main-d'œuvre va nécessairement avoir un impact important. La hausse des taux d'intérêt, bon, on en a parlé, je pense que tout le monde a compris un peu que les taux d'intérêt avaient des impacts partout. Un des risques qui est important, c'est la reprise du tourisme international, parce que là, tout dépendant où on en est dans le secteur touristique ou dans la restauration, bien, je peux avoir des commerces un peu plus locaux versus des commerces qui sont plus propices à avoir des gens qui viennent de l'international, mais de façon générale, la population va commencer à vouloir aller voyager davantage un peu partout dans le monde, ce qui fait que peut-être que le secteur touristique et de la restauration va avoir une diminution de son achalandage. Le coût de la matière et des ressources sera toujours un impact majeur, notamment dans ce qui concerne la restauration. Si, par exemple, le prix du bœuf prend 10, 15, 20 pendant une période de 2 à 3 semaines, il faut que nécessairement le prix de l'assiette de bœuf prenne, toute proportion gardée, la même tangente et augmente également. Sinon, c'est le restaurateur qui, à la fin,
va faire des pertes ou beaucoup moins de profitabilité que ce qui est normalement anticipé et prévu dans ce genre de plat-là, par exemple. Les éléments à prendre en considération, c'est toujours le comparatif mensuel et historique. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les faits, il faut être en mesure de bien comparer cette année versus l'année passée. Puis dans notre cas, vu qu'il y a eu des années plus difficiles, c'est à faire hyper attention pour être capable de bien analyser quel a été l'impact de la pandémie sur nos résultats, quel a été l'impact de la reprise de la pandémie sur nos résultats, pour être capable de voir cette analyse-là en fonction des données réelles et comparables. Il faut comparer des pommes avec des pommes et non pas des pommes avec des oranges. Sinon, notre analyse ne donne rien et ne donnera aucun résultat pertinent. Le niveau des comptes à payer puis leur composition, bien, encore une fois, il faut regarder, est-ce que est-ce que mes fournisseurs, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été payés? Si oui, là, il faut commencer à se poser des questions. La composition de nos fournisseurs, quel est l'impact rattaché à ces éléments-là? Je vais avoir des mauvaises surprises avec mes différents fournisseurs? Et un peu comme le secteur de la construction, l'ampleur des créances prioritaires. Les créances prioritaires, c'est salaire, vacances, déduction à la source, CSTST, salaire, vacances, j'ai oublié, TPS, TVQ. Merci Michel. Donc, c'est à faire hyper attention parce que si ces créances prioritaires-là ne font qu'augmenter au fil du temps, c'est parce qu'il y a d'autres signes de difficultés financières. Donc, il faut rester hyper vigilant sur ces éléments-là. Donc maintenant, les signaux avant-coureurs, les signaux d'alarme. Il y a 3 catégories de signaux d'alarme qu'on a identifiés, ceux qui proviennent de l'environnement externe dans l'entreprise, ceux qui proviennent financiers, donc les indicateurs de performance, et l'environnement interne dans l'entreprise. Donc on va passer à travers les 3 situations. Si on y va sur les signes externes, bien, nécessairement, c'est des éléments dont les entrepreneurs ont, on va dire, peu ou pas de contrôle sur ce qui se passe dans ces différents éléments-là. Le premier, c'est entre autres l'industrie. Dans quel type d'industrie on œuvre? Est-ce que l'industrie est impactée de façon significative par la mondialisation des marchés? Est-ce que de produire mon produit ici, de fabriquer mon produit ici, a une plus-value ou pas? S'il n'y a pas de plus-value, peut-être qu'il faut penser à transférer la production à l'extérieur. Tandis que s'il y a une plus-value incroyable, bien là, à ce moment-là, il faut conserver la production ici parce qu'il y a un intérêt à le faire. Il faut regarder également les tendances puis le cycle de notre marché, où on en est rendu dans tout ça. Est-ce que je suis dans une entreprise en déclin? Pensons à un certain temps aux entreprises aux clubs vidéo ou aux gens qui vendaient des CD, par exemple. C'est des industries qui ont atteint leur apogée et qui ont été remplacées par d'autres types de technologies. On en parle, le point 2, c'est justement la technologie. Il faut toujours garder à l'esprit de rester à l'affût, puis sans nécessairement être hyper à l'avant-garde, mais il faut connaître exactement ce qui se passe dans notre marché au niveau de la technologie. Excusez, que ce soit pour la production elle-même ou encore mon produit à moi, est-ce qu'il est à la hauteur de la technologie prévue? Excusez-moi. Alors, c'est reparti. Être au fait des dernières technologies, par exemple, la restauration puis les commandes. Les restaurateurs qui avaient la chance d'avoir un système de commandes en ligne pendant la pandémie et qui faisaient de la livraison ou qui faisaient justement du take-out ont été en mesure de bien s'en sortir, de mieux s'en sortir que d'autres. Et il faut rester justement à l'affût de ces sites transactionnels-là, comme le Michel le disait tantôt, également dans le secteur du commerce au détail. Disponibilité de la main-d'œuvre, c'est toujours la même chose. Il faut rester à l'affût de qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise. Est-ce que j'ai un taux de roulement, même si ce n'est pas l'entreprise qui gère elle-même son taux de roulement. Vous l'avez vu tantôt, il y a un tiers des employés qui veulent changer d'emploi. L'entreprise a beau mettre en place des mesures de rétention, mais si là, il y a un fort taux de roulement, si mon équipe de direction est jeune, sans dire que les jeunes, ce n'est pas correct, mais plus il y a de l'ancienneté, meilleur c'est un meilleur signe sur la façon dont est-ce que je risque d'avoir un problème quant à la pénurie de main-d'œuvre ou pas. C'est vraiment de juste faire attention. C'est des indicateurs de problématiques. Dans la conjoncture économique, on parle de récession, de taux de change, on parle également de taux d'intérêt. Donc, le taux de change, l'entrepreneur n'a aucun contrôle dessus et peut avoir un impact quand même assez important parce que si on exporte
par exemple aux États-Unis, que le dollar canadien prend une envolée quelconque, ça peut avoir un impact néfaste sur le fait de transférer mes marchandises aux États-Unis. Je pense que le point le plus important, c'est qu'on l'a dit, ces signes externes-là sont des signes que l'entrepreneur n'a pas de contrôle. Par contre, on entend suffisamment parler de ces éléments-là pour être capable quand même de les voir venir. On voit tranquillement pas vite, par exemple, un taux de change monter, un taux d'intérêt augmenter, l'inflation augmenter. On les voit venir. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment essayer de les prévenir, de les voir venir et de les anticiper dans le cadre de notre structure financière. C'est ça, c'est des signaux d'alarme. Donc, c'est qu'est-ce qui nous alarme face à une situation financière qui pourrait être, comme par exemple ton taux de change. Si jamais l'entreprise ne génère de l'argent que parce que le taux de change est favorable, il faut prévoir éventuellement qu'on va avoir des problèmes dans la rentabilité quand le taux de change va revenir. Donc, c'est vraiment des indicateurs qui nous disent on anticipe un problème, puis c'est de prendre les devants à ce moment-là. Au niveau financier, c'est des gens qui fonctionnent un peu à l'aveugle. Il faut éviter ça. Donc, les gens qui fonctionnent à l'aveugle, souvent, c'est précurseur de difficultés financières. Un entrepreneur va souvent gérer au feeling. Puis quand une entreprise, c'est 1 million de chiffre d'affaires, bien, ça fonctionne relativement bien parce que l'entrepreneur est un peu impliqué partout. Donc, il est capable de vivre dans son entreprise, puis c'est ce qui se passe. C'est quand l'entreprise commence à prendre de l'ampleur, puis que là, il y a des directeurs, il y a des collègues qui font des bouts de tâches. Mais là, l'entrepreneur, bien, il fonctionne un peu à l'aveugle. Ce n'est pas d'indicateur ou d'information financière qui lui permet de prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc, l'information financière, il faut qu'elle soit fiable et il faut qu'elle soit à un temps opportun pour prendre les décisions. Donc, c'est quelqu'un qui est tout le temps en retard de 6 mois pour sortir les états financiers mensuels, puis il est tout le temps en retard pour analyser ses données, mais souvent, il est rendu trop tard, on est rendu ailleurs. Donc, il faut que ça soit assez détaillé pour qu'on puisse l'analyser aussi, la donnée. Souvent, on a des informations où on rentre dans une entreprise puis que la personne fait du transport, puis elle fait de la vente en vrac, puis aussi elle produit des légumes, mais c'est tout un chiffre d'affaires pour tout. Donc, il faut vraiment décortiquer, puis essayer après ça de décortiquer c'est quoi mes dépenses rattachées à certains des secteurs pour arriver à analyser comme il faut. Au niveau de l'information de gestion, mais c'est des indicateurs de performance. Ça peut être n'importe quel type d'entreprise. Il y en a que des fois, ça peut être tout simplement le chiffre d'affaires. Il y en a, c'est la fabrication journalière de son produit. Il y en a d'autres, ça peut être même le taux de change. C'est un indicateur. Dès qu'il baisse, il faut que j'ajuste mes prix. Puis, donc, c'est qu'est-ce qui peut rendre ton entreprise vulnérable ou improductive. Donc, c'est quelles données financières il faut que tu vérifies. Puis ça, souvent, les entreprises en ont 3-4. Puis là, ça peut être des tableaux de bord qui sortent une fois par semaine. Ça peut être la contribution marginale par produit ou par secteur d'activité, etc., etc. Et les prévisions financières, bien, c'est le plan d'action qu'on s'est doté. On essaie de le projeter dans le temps, voir si la rentabilité va être là. Exemple, j'ai besoin d'une deuxième ligne de produits. J'ai besoin d'ouvrir un chiffre de nuit, comme Étienne a dit. C'est difficile d'avoir la main-d'œuvre. Donc, je peux décider dans mon plan d'affaires de dire, bien, dans mon plan d'action, je vais ouvrir le chiffre de nuit. Mais là, à ce moment-là, peut-être qu'il faut que je prévoie une augmentation de salaire pour conserver ceux de Joe, pour être sûr qu'il y ait moins de roulement, pouvoir embaucher, avoir un surplus de main-d'œuvre par rapport au marché. Donc, c'est tout à considérer dans le plan d'action. Ce n'est pas juste comme avant où on pouvait espérer que la masse de main-d'œuvre soit là pour combler nos besoins. Au niveau de l'environnement interne, on identifie quatre types. Donc, le premier, c'est la baisse de revenus. Donc, quand il y a une baisse de revenus, ça peut être un signal d'alarme. C'est-tu un client important? Pourquoi quelqu'un a quitté? C'est-tu des problèmes de qualité? C'est-tu suite à un départ des employés clés comme des vendeurs? Est-ce que je vais récupérer cette clientèle-là éventuellement par d'autres clients ou des efforts que je vais faire? Est-ce que c'est un produit que j'ai qui est en fin de vie, qui est moins vendeur, un compétiteur est plus performant ou mon coût est rendu trop élevé, je ne suis pas productif? Il y a les territoires, des fois, l'exclusivité, la compétition vient s'installer dans le territoire qui fait qu'on devient avec la baisse de revenus. Donc, c'est vraiment d'identifier pourquoi j'ai une baisse de revenus. Est-ce que c'est dramatique? Des fois, c'est un produit qui était moins payant, puis on est capable de combler par d'autres produits. Des fois, ça peut l'être. Donc, je vous dirais, là, c'est un peu ça à regarder. C'est vraiment un signe qu'il faut enquêter. Le deuxième signe qu'il faut garder à l'esprit, c'est la croissance rapide des revenus. Croissance rapide des revenus, souvent on va dire « Ah, mais c'est quand même pas si pire, l'argent finit par arriver », mais il ne faut pas oublier que pour vendre nos produits, il faut avoir acheté la matière, il faut avoir payé nos employés, il faut l'avoir transformé. Donc,
il y a des sommes d'argent à investir avant d'être en mesure de livrer notre produit, puis surtout de récupérer les sommes. Parce qu'entre le moment où on va commencer de la production et le moment où on va récupérer les sommes d'argent prévues en fonction du contrat ou en fonction de la facture de vente, il peut se passer quand même plusieurs semaines. Donc, il faut surtout prévoir, est-ce que j'ai suffisamment de ressources financières pour être capable de payer ces éléments-là avant de livrer, avant d'encaisser? Sinon, il faut prévoir le coût. Il faut aller chercher une marge de crédit peut-être supplémentaire avec un plan de match. Michel parlait de prévision financière il y a quelques secondes. Je pense que ça aussi, c'est hyper important. Ça vient avec cette augmentation, ça vient supporter, le plan de match et la croissance de l'entreprise. Est-ce que j'ai besoin de matériel supplémentaire? Est-ce que j'ai besoin d'équipements supplémentaires? Si la réponse à ça est oui, il faut aussi le prévoir dans le plan de match prévisionnel dont on parlait tout à l'heure. Puis c'est quoi notre source de croissance? C'est nos clients actuels, ça vient de où? Donc, il faut vraiment s'assurer, si c'est tous des nouveaux clients qu'on va aller chercher, à part si on a un nouveau produit, un nouveau marché qu'on est en train de créer, ça se peut que ce soit un peu plus difficile si c'est un secteur qui est, par exemple, rempli de compétition, rempli de compétiteurs. J'ajouterais, Étienne, juste un commentaire. Lorsque la croissance est temporaire ou jugée temporaire parce qu'on essaie un nouveau contrat, c'est important d'acquérir des actifs temporaires aussi. Donc, la location ou des choses sont amorties à court terme. Parce que sinon, les entreprises se retrouvent avec un coût de financement beaucoup trop élevé quand leur chiffre d'affaires baisse. Ça, c'est une erreur qu'on voit souvent. Au niveau des acquisitions, ça peut être à vertical ou horizontal, ou ça peut être tout simplement dans un autre champ d'activité. Mais c'est vraiment important l'expertise à la direction. Souvent, la direction sous-estime le changement d'activité qu'il faut qu'ils fassent face. Puis, ils ne sont pas nécessairement experts dans le domaine de l'entreprise acquise. Et les vendeurs ont souvent un problème. Tu sais, quelqu'un vend, c'est soit parce qu'il est rendu à l'âge de vente, veut prendre sa retraite, soit qu'ils sont en difficulté financière eux-mêmes, ou en tout cas, il y a des enjeux dans une entreprise souvent qui vend. Donc, il faut vraiment que l'équipe de direction soit capable de prendre le contrôle assez vite puis de comprendre ce qui se passe dans l'entreprise qui est acquise. Le prix payé, le financement est souvent mal adapté. Donc, on achète une entreprise souvent avec malheureusement une portion de l'argent court terme de l'entreprise qui achète. Donc, la marge de crédit devient complètement utilisée. On n'a plus de marge de manœuvre. Souvent, l'entrepreneur est un peu impatient à attendre après les banquiers d'avoir son offre de financement qui comblerait l'ensemble des besoins d'achat. Donc, souvent, il manque un morceau dans la transaction, puis à ce moment-là, c'est l'entrepreneur avec son court terme qui le compte. Ça, c'est souvent une erreur parce qu'on n'a plus de marge de manœuvre. Vérification diligente incomplète. Donc, l'urgence d'agir, il y a tout le temps un deal entre les mains, on a peur de le perdre. Mais nous, en pratique, si on réalise, quand on fait une vérification diligente, souvent, on est capable, on trouve tellement d'éléments que le coût rattaché à la vérification diligente est pleinement assumé par la réduction de prix qui est négociée par les choses qu'on a trouvées. En même temps, ça permet vraiment à l'entrepreneur de comprendre dans quoi il s'embarque. La non-réalisation des synergies prévues, c'est quasiment tout le temps. Il y a souvent des cultures différentes d'une entreprise à l'autre, donc intégrer tout le monde, c'est compliqué et c'est souvent surévalué. Donc, nous, dans un plan d'action, on modélise une acquisition, mais on va se prévoir des réserves là, pour être sûr de faire face à ça. Et les autres éléments, vous allez voir, là, on ratisse quand même très large au niveau des autres signes d'alarme, les autres signaux d'alarme. Le taux de roulement du personnel cadre, on vous en a parlé. Si mon personnel cadre a 3 mois d'expérience, c'est peut-être, de façon générale, 3 mois d'ancienneté, ça se peut que ce soit un peu plus dangereux de par le manque de connaissances de l'entreprise, etc. L'implantation d'un nouveau système informatique, on l'a vu quand même à plusieurs reprises. C'est pas tant l'implantation du système la problématique, plus que le dépassement de coûts non anticipés rattachés à ces systèmes informatiques-là. Les dépassements de coûts, ça arrive fréquemment. Il faut les prévoir. Il faut en prévoir plus que pas assez. Sinon, ça peut entraîner des répercussions quand même assez importantes dans la structure financière d'une entreprise. Personnel clé et identification de la relève. L'entreprise, est-ce qu'elle a quelqu'un qui va, si les propriétaires commencent à songer à la retraite, prendre la relève? Est-ce qu'il y a soit de la famille, soit des personnels importants à l'intérieur de l'entreprise qui a manifesté un intérêt? Ou pas du tout. C'est déjà arrivé qu'on a eu du monde qui n'avait aucune relève. On a essayé même de procéder à la vente de ces entreprises-là. Ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Et là, malheureusement, ça peut finir par en arriver à la liquidation volontaire de l'entreprise.
ayant plus d'options qui s'offrent à elle. Conflit entre actionnaires, bien ça, nécessairement, si les actionnaires commencent à chicaner entre eux, là, c'est un signe que ça va vraiment pas bien entre les partenaires qui sont là. Si l'entreprise reçoit un paquet de poursuites, a énormément de litiges, ou si elle-même poursuit énormément, ça, on peut le voir souvent dans le secteur de la construction, mais c'est juste à faire hyper attention, soyons vigilants. Pourquoi? C'est quelqu'un qui fait exprès pour se chicaner. La chicane légale au surplus, ça peut coûter très cher. Donc, des fois, il faut faire attention à ça et ça peut être un signe de problématique. C'est surtout des actifs difficiles à réaliser là, à court terme. Donc, si on a des problèmes de liquidité, c'est difficile. On ne peut pas vendre un immeuble quand on a un litige. Il faut réaliser le litige pendant quelques années. Exact. La conclusion, bien, dans les faits, il faut vraiment bien connaître le client avec qui on fait affaire, donc que ce soit au niveau des tendances, les tendances générales dans le contexte dans lequel on œuvre, le marché dans lequel l'entreprise œuvre, et surtout quand on est dans un secteur ou dans un marché qui a beaucoup de mouvements. Pensons juste au secteur immobilier à un certain moment donné. Quelqu'un qui venait nous voir disait « j'ai une maison qui vaut 200-300 000 ». Finalement, quand on la faisait évaluer, c'était pas 200-300 qu'elle valait, c'était genre 600 qu'elle valait. Alors, il y a eu un contexte comme ça où est-ce qu'il faut rester vigilant. Donc, bien connaître la personne avec qui on fait des affaires est un des éléments importants. On est maintenant rendu aux solutions qui s'offrent aux entrepreneurs. La première, c'est vraiment l'analyse financière. Puis par analyse financière, c'est quoi? C'est vraiment de bien connaître l'entreprise, bien connaître votre entreprise, puis de l'entreprise, où l'entreprise avec laquelle vous faites affaire pour ceux qui sont, par exemple, des membres d'institutions financières. L'analyse d'un bilan, c'est quoi? Grosso modo, c'est juste d'être certain comme entrepreneur que l'information que je reçois de mon équipe comptable est de l'information qui est, Michel le disait tantôt, qui est bonne, qui est fiable et qui est utile. Donc, il faut qu'elle arrive à temps opportun. Donc, est-ce que mes stocks que je reçois, on me dit que j'ai 1 million de stocks, mais est-ce que c'est 1 million de stocks que je peux vendre demain matin ou dans mon 1 million de stocks, j'ai la moitié, 500 000, qui ne sera pas vendable pour X, Y, Z raison. Des désuets, on ne le vend plus, il n'y a plus rien à faire avec ça, ou tout simplement passer date si on est dans du périssable. Est-ce qu'il y a une problématique de ce niveau-là? Alors, pour l'entrepreneur, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une information hyper pertinente sur ces éléments-là. Les actifs intangibles qu'on a, crédit, recherche et développement, l'achalandage, les placements dans nos filiales, est-ce que ces éléments-là comptables sont tous bons? J'ai déjà vu des placements dans des filiales encore comptabilisés au coût, alors que dans les faits, la filiale avait déjà fait cession de ses biens. Alors, ça fait partie des différents éléments quand on regarde un état financier, quand on regarde la structure financière d'une entreprise, qu'il faut rester alerte et vigilant. Est-ce que l'entreprise a des actifs excédentaires? Michel parlait tantôt, bon point de dire si j'ai une augmentation de mes revenus temporaires, je dois financer des équipements de façon temporaire, mais si je ne l'ai pas fait de cette façon-là et que j'ai acheté des équipements qui ne servent plus, et on n'a aucune raison de les conserver. Il faut à ce moment-là tout simplement les mettre en vente sans départir à bon prix le plus possible pour être capable de récupérer les liquidités qui dorment dans une machine non utilisée. Ça coûte cher. Ensuite de ça, l'analyse devrait également inclure l'analyse du niveau des stocks, oui, la composition, l'âge des stocks. Je regarderai également l'analyse, la rotation de nos comptes à recevoir, la rotation des stocks, également l'âge des comptes à recevoir et des comptes à payer pour voir si un suit l'autre pour être certain qu'on est correct. Les avantages de l'analyse financière, je pense que j'en ai parlé, c'est vraiment de comprendre ce qui s'est passé dans notre entreprise, comprendre ce qui se passe actuellement, puis être capable de déterminer rapidement quels sont les bons coups qu'on a faits et quels sont les moins bons coups qui ont été réalisés au cours des derniers mois. Je pense que ça, c'est vraiment important de voir qu'est-ce qui a bien été puis versus ce qui a mal été. Puis l'autre élément, c'est vraiment d'être en mesure de réagir rapidement à un obstacle qui se présente en avant de nous autres. Je le dis souvent aux personnes qui viennent nous voir, là, ce qu'il faut, c'est être capable de voir un peu en avant de nous pour être capable, si j'ai un obstacle, là, si j'ai une crise de liquidité qui s'en vient, par exemple, il faut que je sois capable de passer à côté du mur au lieu de rentrer dedans. Il faut que je la vois venir. Et ça vient avec les prévisions financières, entre autres, puis les perspectives d'affaires de l'entreprise.
Michel en parlait tantôt, des prévisions financières, c'est hyper important, puis ça nous permet de chiffrer la vision à long terme, la vision à moyen terme de l'entreprise. Donc, on anticipe une augmentation de nos ventes de 1 million. Bien, ça va venir de où? Comment elle va se répartir dans l'année? Si mon entreprise est cyclique, bien, elle va se répartir dans mes différents cycles. Si elle est saisonnière, ça va être la même chose. Il faut être en mesure de quantifier, de chiffrer ces éléments-là. Est-ce que les chiffres anticipés dans nos prévisions financières vont être à 100 les mêmes que ce qu'il va avoir au réel, que ce qui avait été prévu dans nos prévisions? Fort à parier que non. Mais ce qu'il faut, c'est se donner de la crédibilité dans nos démarches de croissance, par exemple. Notre augmentation de nos revenus va être en lien avec une augmentation des équipements, une augmentation de la main-d'œuvre, une augmentation de nos stocks, puis que cet achat-là et les différents achats sont faits en conséquence les uns des autres. Ça vient donner de la crédibilité au plan de match que vous êtes en train, comme entrepreneur, de présenter à votre institution financière ou à vos partenaires financiers. Les prévisions financières sur une période de 12 à 24 mois. Ce qui est important aussi, c'est d'identifier vos facteurs de risque, toujours identifier vos facteurs de risque et de faire un suivi entre le réel et le prévisionnel de façon mensuelle. Ce n'est pas juste de dire j'ai un écart, j'ai un écart, j'ai un écart. C'est pourquoi j'ai un écart et surtout d'expliquer l'écart, les raisons qui justifient pourquoi j'ai plus ou moins de ventes. L'analyse financière nous permet de conclure que l'entreprise est viable avec le plan d'action qui va être mis en place. Donc, c'est ça qui est vraiment important, c'est déterminer qu'est-ce que je dois faire pour rentabiliser l'entreprise. Une fois que c'est fait, bien souvent l'entrepreneur va dire bien, j'avais une ancienne division qui ne fonctionnait plus, j'ai plus besoin de telle usine, j'ai plus besoin de. Malheureusement, j'ai 10 employés de trop. Donc, nous, on regarde le bilan idéal de l'entrepreneur, puis là, avec un dépôt d'une avis d'intention, une proposition concordatoire, on est capable d'arriver à peu près à 100 au bilan idéal pour que l'entreprise puisse générer éventuellement une rentabilité. Donc, c'est vraiment important de garder en vue une entreprise qui peut être viable, même si elle a signé des mauvais contrats ou a subi, exemple, une perte qu'on est capable d'identifier pour un événement unique. Donc, l'objectif, c'est de démontrer la viabilité, en discuter avec nos partenaires d'affaires. Dès que tout le monde est d'accord avec ça, on peut déposer une invitation de proposition. Ça permet de résilier des baux commerciaux qu'on n'a plus besoin. Ça permet de résilier des ententes contractuelles qu'on n'a plus besoin, tout le temps avec l'autorisation du tribunal. Ça permet à l'entreprise de gérer ses liquidités axées sur les besoins futurs, donc on n'est pas là à payer le passé. Donc, on a beaucoup de pression. Quand on a, mettons, 1 million, 2 millions de fournisseurs qui sont en retard depuis 90 jours, ça génère beaucoup de pression. Et souvent, l'entreprise a été à un moment donné à un niveau où elle paye plus pour les marchandises qu'elle reçoit parce qu'elle doit tellement d'argent. Ça, mettons, elle reçoit 100 000 de planches de plywood, mais elle doit en payer 120 pour libérer les planches de plywood. Mais à un moment donné, c'est qu'au niveau cash flow, ça ne marche plus. Donc, on a une cash flow négatif. Donc, le dépôt d'avis d'intention vient un peu geler le passé, consacrer nos énergies sur le présent et le futur. Il faut que l'entreprise soit viable, qu'elle génère assez de fonds de liquidité pour payer son présent, puis à ce moment-là, on est capable de faire un plan d'action. Donc, la proposition, je vous dirais, elle est toujours de mise pour une entreprise qu'on est capable de démontrer sa viabilité avec notre analyse financière. Donc, après ça, tu peux faire toutes sortes de choses. Si on ferme des boutiques, on peut répatrier le stock dans les boutiques qu'on garde. Il y a du niveau d'endettement. Et les partenaires d'affaires vont être, même si des fois ils perdent un peu d'argent, vont préférer avoir un plan d'action dans lequel ils perdent un peu d'argent, ou même des fois 50 ou sinon plus, mais en avoir plus dans le contexte du redressement, puis garder un client aussi. Donc, ça dépend beaucoup de la crédibilité du client, mais les gens veulent garder une place où ils peuvent vendre leurs actifs. Un fournisseur veut garder son client. Puis, s'il voit que le client a toujours été, l'entrepreneur a toujours été honnête dans ses démarches, mais les plans, normalement, sont tout le temps acceptés, en autant qu'ils soient documentés puis viables. Par contre, si on n'est pas capable de démontrer une viabilité à l'entreprise, malgré qu'on est capable de résilier des contrats, abandonner des actifs, vendre des actifs excédentaires, c'est tout le temps mieux de faire faillite le plus tôt possible pour pour limiter la perte des créanciers puis limiter le cautionnement aussi de l'entrepreneur. Donc, un entrepreneur, souvent, a cautionné plusieurs prêts dans son entreprise. Donc, si on est capable de limiter les dégâts,
ben, on limite également les dégâts de l'entrepreneur. Donc c'est vraiment, ça prend une maturité pour dire j'ai tout essayé, j'ai fait les calculs, finalement, j'arrive pas, je ne serai pas capable de rentabiliser mon entreprise. Il y a un compétiteur de la Chine qui vend beaucoup moins cher, je ne suis pas capable de transformer mon usine, etc., etc. Donc, c'est le dernier recours, mais souvent il est essentiel quand une entreprise n'est pas viable pour limiter les dégâts. Donc, ça complète Alors, la présentation. dans les faits, là, surtout, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. La première consultation est toujours gratuite, mais avant de quitter puis avant de vous laisser partir, j'ai une première question, Michel, qui a été posée, puis vu que c'est moi qui parle actuellement, je vais te la poser. C'est quoi, Michel, le meilleur moment pour venir nous consulter? Mais je vous dirais le plus tôt possible parce qu'il faut démontrer la viabilité, mais en même temps, souvent, dans un plan d'action, ça demande des fois d'injection de fonds. Donc, ça peut venir des partenaires d'affaires qui ne sont pas épuisés, tu sais, qu'on n'a pas trop perdu d'argent. Donc, il y a quelqu'un autour de la table, des fois, il reste de liquidité sur certains actifs. L'entrepreneur qui n'a pas tout investi non plus son argent en entreprise, parce que souvent, l'erreur de l'entrepreneur, c'est qu'il va tout mettre jusqu'à la dernière scène, puis après ça, il vient nous voir. Puis, dans le fond, on aurait eu besoin de cet argent-là pour acquérir, par exemple, une machine ou améliorer le processus, des choses comme ça, pour faire notre plan. Donc, un plan coûte de l'argent. Un plan qui ne coûte pas d'argent, c'est relativement rare. Donc, c'est plutôt possible. Puis, moins que l'entreprise est endommagée, plus c'est facile de faire le redressement. Excellent. La deuxième question qui nous a été posée, c'était comment gérer les communications avec les différents intervenants. Je ne sais pas si tu veux y aller ou j'y vais, mais dans les faits, ce qu'il faut, c'est vraiment... le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est de prendre le taureau par les cornes, parce que peu importe ce qui va être fait, peu importe les informations qui vont vous être demandées, ce qu'il faut, c'est garder le contrôle sur ce qui va être fait. C'est vraiment d'être proactif. Donc, c'est de démontrer en plus dans nos communications avec vos partenaires financiers, avec vos créanciers, avec vos actionnaires ou autres, de vraiment que vous contrôlez la situation et que vous savez où vous allez, où vous voulez aller et comment vous allez vous y rendre. Donc, c'est vraiment d'avoir le plan de match. On parlait de prévision financière tantôt. C'est vraiment de déterminer vers où on veut aller, mettre ça en chiffres, puis démontrer à tout le monde que le processus et les démarches qu'on est en train de faire vont être viables puis vont être pertinentes pour l'entreprise. Alors, je pense que sur ça, ça fait pas mal le tour de notre présentation. Je vous dis un grand merci en mon nom personnel puis au nom de Michel. Merci beaucoup, Étienne. Moi, ça m'a fait plaisir. Merci à toi également, Michel. Et n'hésitez pas à nous consulter au besoin. C'est toujours un grand plaisir de vous tester. Alors, n'hésitez pas. Merci beaucoup et au plaisir.